Salut Victor, avec son café du matin. Salut Florian. Et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Comment ça va mon cher Victor? J'espère que tu n'es pas trop fatigué. Non, ça va plutôt bien. Enregistrement matinal cette fois-ci, ça change. Ça change de d'habitude. On enregistre effectivement le soir. Eh ben justement, en parlant d'enregistrement, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais parler de la reproduction du bruant à tête blanche. À tête blanche, et pas à gorge blanche. Ou à gorge blanche. Non, je me suis trompé dans mon script. Parce que j'ai écrit gorge blanche après, mais j'ai écrit tête blanche en premier. Donc, pas de soucis, on appréciera l'erreur. Bruant à gorge blanche, donc. Bruant à gorge blanche. Eh ben moi, je vais te parler du pigeon. Voilà, un oiseau que tout le monde connaît. Que peu de gens apprécient d'ailleurs à sa juste valeur. Que peu de gens apprécient à sa juste valeur. Mais je vais pas uniquement parler des pigeons, je vais parler de la formidable histoire des pigeonniers en France. Et c'est une histoire qui est racontée un tout petit peu succinctement dans un livre formidable. Ceci n'est pas un placement de produit, je tiens à le dire. C'est juste que c'est un excellent livre. C'est A Pocket Guide to Pigeon Watching. C'est écrit et illustré par Rosemary Moscow, qui est une formidable personne qui fait des trucs très très drôles sur internet. Et donc elle a écrit un livre en fin d'année qui parle des pigeons. Et j'ai appris plein d'anecdotes sur les pigeons. J'aurais pu parler par exemple de la Pigeon Movie Database, qui est en gros une base de données qui recense tous les films où apparaissent les pigeons. Incroyable. Malheureusement, ce site ne fonctionne pas. Alors peut-être qu'il fonctionnera dans quelques semaines, je ne sais pas, mais au moment où on enregistre cet épisode, le site ne marche pas. Y a un autre truc que j'ai découvert qui est absolument fascinant, c'est le fait que une fois que les pigeons se sont reproduits, ils s'applaudissent. Alors ça, j'ai trouvé ça absolument incroyable. Je suis pas rentré dans les détails, mais je me suis dit, je vais quand même parler de ça. Et puis finalement non, je vais pas parler de ça, je vais parler des pigeonniers. Et plus précisément de la Révolution française qui a mené, entre guillemets, à la destruction, à l'abolition des droits vis-à-vis des pigeonniers. Alors c'est une histoire un petit peu complexe qui trouve sa source possiblement sous Charlemagne. Donc on est au tout début du 9e siècle pour resituer, mais les pigeonniers vont réellement prendre leur essor, on pense dans les années 1100, 1200, c'est très très compliqué de vraiment situer le début de la création des pigeonniers. Il y a des pigeonniers qui sont assez anciens, l'un des plus anciens je crois il se situe au Beau-de-Provence, c'est le pigeonnier de Bru-Aurillac, non ça c'en est un autre, ça c'est un des, je sais plus si c'est le tout premier celui-là, celui de Bru-Aurillac, non je crois que c'est, non c'est un des plus anciens, puisque c'est celui qui a été réalisé par le comte Georges Roux de Corse, qui a un gigantesque pigeonnier qui pouvait accueillir plus de 20 000 pigeons. Ce qui est absolument énorme, aussi bien adultes que jeunes. Mais celui des Baux-de-Provence, il avait une particularité très intéressante, c'est qu'il est creusé à Même-la-Roche, dans le château des Baux-de-Provence. Incroyable. C'est donc en fait une espèce de comment dire de les petite trucs question du matin. Les ruches. Moi, ça me fait penser aux ruches. En gros, c'est des petits carrés, tu vois, où les pigeons s'installent dedans, ils sont juste apposés. Ce serait des rayons. Oui, c'est ça, c'est un peu des rayons effectivement, qui sont apposés à même la roche. Vous aurez forcément une photo pour accompagner tout ça, mais ça ressemble en gros à ça pour toi qui est en communication directe avec moi. Ce qui est assez formidable. Bon, bref, je cesse de parler du pigeonnier des Baux-de-Provence. Le pigeonnier, à quoi il sert? Il sert à stocker évidemment les pigeons, d'accord, pour deux raisons. Première raison, c'est la nourriture.
parce que les pigeons constituent une nourriture de plutôt bonne facture et assez facile à avoir puisque les pigeons se reproduisent très facilement. Et évidemment le guano qui sert d'engrais, qui est donc très très utile aux plantations. Et c'est justement le fait de posséder entre guillemets ces pigeons qui va déterminer une certaine classe sociale en France au Moyen Âge, puisque beaucoup de propriétaires nobles vont posséder des pigeonniers, là où des gens qui vont être de classe sociale beaucoup moins importante ne vont pas en posséder. Qui plus est, les pigeons vont s'attaquer évidemment aux récoltes, puisqu'ils ont besoin de se nourrir, et ces récoltes vont être cultivées par les gens justement qui sont moins bien classés socialement. Donc ça va causer pas mal de soucis, pas mal de dérives qui vont s'exacerber au fur et à mesure du temps, même s'il va y avoir plusieurs lois qui vont être mises en place pour limiter la création des pigeonniers. Alors, les lois vont être, on va dire, très diverses d'une région à une autre. Par exemple, en Provence, tu pouvais faire un peu ce que tu voulais, alors que dans le Pas-de-Calais, c'était quelque chose qui était extrêmement, réglé, avec beaucoup de choses que tu devais faire pour justement posséder justement un pigeonnier. Et avec tout ça, on arrive à 1789 avec la Révolution française, le 14 juillet évidemment, et l'un des tout premiers décrets qui est signé lors de la session de août 1789, session qui dure du 4 au 11 août, l'article 2 stipule que le droit exclusif des fuits et colombiers est aboli. Les pigeons seront enfermés aux époques fixées par les communautés durant lesquelles temps ils seront regardés comme gibier et chacun aura de les tuer sur son terrain. Évidemment, il n'y avait pas la possibilité de pouvoir tuer les pigeons. C'était un acte qui était répréhensible, et encore plus pour l'époque où la religion avait une place assez importante et où le pigeon était considéré comme un animal sacré, dans le sens où l'histoire veut que c'est une colombe, donc un pigeon, on le rappelle, les colombes sont des pigeons, qui aurait permis à Noé de savoir que les eaux s'étaient retirées, alors que le corbeau, lui, avait été missionné par Noé pour la même mission, et lui était parti et s'était juste nourri de la chair des cadavres qui gisaient alors que les os se seraient retirés. Et c'est là que commence un petit peu la dualité entre corbeau et pigeon, sans doute. Ah, incroyable. Qui est très intéressant. Qui est relaté dans la Bible. Et donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur tout ça. Je regarde si j'ai encore d'autres choses à dire. Il y avait différents types de colombiers qui existaient. Des colombiers qui étaient uniques, des colombiers qui étaient sur colonnes, des colombiers qui étaient accolés à des maisons. Comme je l'ai dit, on avait des pigeonniers troglodytes, donc comme ceux des Baux de Provence par exemple, et aujourd'hui les pigeonniers ont été abolis, la grande majorité a été détruit, certains restent encore sur pied, et on essaye de les remettre en état, comme justement celui du comte Georges Roux de Corse, avec le pigeonnier de Bru-Aurillac, qui a fait qui fait partie des fameux bâtiments historiques concernés par le loto du patrimoine. 179 000 € ont été récupérés pour justement financer la rénovation de ce pigeonnier historique. Bah écoute, histoire très intéressante, petit cours d'histoire finalement. Ouais, c'est hyper intéressant de voir que les pigeonniers, alors on parle de la France, mais c'est également le cas dans d'autres régions du monde. Ouais, j'imagine que au Maghreb, il devait y avoir quelque chose comme ça, puisque alors pour les gens qui savent pas, la répartition naturelle du pigeon biset, c'est sud de l'Europe, nord de l'Afrique, et fréquente, c'est une espèce qui a plus fréquenté les parois rocheuses. Donc on peut se dire que les peuples qui vivaient là-bas aussi avaient probablement une culture autour du pigeon. Il y avait un certain empereur mongol qui s'appelait Akbar,
qui justement lui possédait énormément de pigeons. Il avait jusqu'à 20 000 pigeons dans sa cour. Ah oui, donc autant que dans... nous raconte Rosemary Moscow dans son livre. Autant que dans le pigeonnier que tu nous as présenté finalement. C'est ça, autant dans le pigeonnier que j'ai présenté. La reine Victoria aussi avait énormément de pigeons. Quelques propriétaires de pigeons qui peuvent être donnés. Claude Monet, Pablo Picasso, la reine Elisabeth II. La reine Elisabeth II, j'ai l'impression qu'elle possède toute la comment dire, toute la zoologie du Royaume-Uni. Et Walt Disney. Et Emmanuel Macron aussi. Ah non, ça c'est pas vrai. Ah ouais? Ah bon. Faut pas faire de faux espoirs comme ça. Nous allons désormais parler. Et donc, effectivement, passons au Bruant à gorge blanche et à sa stratégie reproductive toute particulière. Alors, donc, je vais commencer par introduire un peu le Bruant à gorge blanche parce que, étant un oiseau nord-américain, tout le monde n'est pas forcément familier avec cette espèce-là. Est-ce que tu connais son nom anglais? White-throated sparrow, normalement. Voilà, donc déjà il y a un problème. Ben oui, pour sparrow tu veux dire. Oui. Oui, ça veut dire moineau à gorge blanche. C'est ça. Ce qui n'a littéralement aucun sens phylogénétique, mais tu introduis très bien la petite pastille que je voulais signifier avant. C'est que ici en anglais le terme moineau donc n'a aucun sens, mais notre terme bruant non plus n'a aucun sens pour qualifier cet oiseau au final. En fait, il fait partie d'une famille qui s'appelle les passerellidés et qui rassemble en fait tous les oiseaux qui étaient rangés dans les bruants à l'époque, donc les emberésidés pour resituer un petit peu, et qui vivent en fait dans le Nouveau Monde, c'est-à-dire Amérique du Nord, Amérique du Sud et Amérique centrale. Et donc le terme bruant en fait n'a absolument aucun sens en termes phylogénétiques. La ressemblance avec les vrais bruants relève plus d'une convergence évolutive, puisqu'en réalité il fait partie avec beaucoup d'autres familles de passereaux américains d'un groupe qui va rassembler en fait la plupart des passereaux nord-américains, excepté évidemment les corvidés qui eux sont réellement à part. Et on rappelle ce que c'est que la convergence évolutive. La convergence évolutive, oui, tout à fait. Ça va être une ressemblance, on va dire morphologique, par exemple, d'un trait de la morphologie, qui est dû uniquement en fait au fait que deux espèces vont avoir le même mode de vie, vont se nourrir de la même nourriture, vont vivre dans le même type de biotope. Et donc, évidemment, les adaptations évolutives vont se ressembler puisque ils vont adopter les mêmes innovations évolutives pour pouvoir être adaptés à leur environnement. L'exemple qu'on peut prendre, c'est par exemple les oiseaux et les chauves-souris. Voilà. Les chauves-souris qui ont développé le vol comme les oiseaux. Et alors que les chauves-souris ne font pas partie du règne des oiseaux. Comme beaucoup d'insectes aussi, etc. Oui, effectivement. Absolument. Et tous ces animaux, tous ces organismes ont développé des ailes, alors qu'au final, elles n'ont absolument rien à voir, ni en termes de structure, ni en termes de forme, ni en termes d'origine embryologique. Enfin, rien à voir parmi tous ces groupes, mais ils ont tous développé finalement des ailes. Et bien ici, c'est la même chose pour les bruants du Nouveau Monde. Qui n'ont rien à voir avec nos bruants à nous, comme je disais les emberésidés qui eux sont répandus plus ou moins partout dans le monde au final quand j'ai fait mes recherches, sauf en Amérique. Ce petit point donc éclairci, je vais présenter rapidement le bruant à gorge blanche. Ça va être un passereau américain, plutôt de grande taille pour un bruant. Il va mesurer environ 16 cm pour une envergure d'une trentaine de centimètres
approximativement. Et ça va être un oiseau qui va fréquenter préférentiellement notamment les zones boisées, les fourrés, les lisières de forêt, les champs avec pas mal d'arbustes présents, notamment. Et ça va être un oiseau qui va exister sous 2 morphes qui vont être très différents. Il va y avoir un morphe qui va être dit à raie blanche, qui va donc posséder des raies blanches sur la tête, et un autre morphe qui va être dit à raie ocre. Le premier morphe, lui, il va avoir un comportement typique. Il va avoir un comportement territorial affirmé, agressif envers les autres individus, qui vont empiéter donc sur le territoire qu'il va garder. C'est un morphe qui va être polygame, il va s'accoupler avec plusieurs partenaires, au lieu de rester avec un seul partenaire durant une longue période de temps. Et c'est un morphe qui va avoir un champ qui va être qualifié de riche et varié, et qui, alors j'ai vu ça sur Wikipédia, qui va être qui va être retranscrit en français comme « Où es-tu Frédéric ?» Voilà, alors je sais pas si ça va aider si ça va aider quiconque à se représenter le chant, mais alors, apparemment... moi je l'ai en anglais, je te dirai après, mais... Eh ben écoute, mais vas-y, dis-moi maintenant. Oh my sweet Canada, Canada, Canada. Eh ben écoute, apparemment, du coup oui c'est ça, c'est « Où es-tu Frédéric, 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 Frédéric ?» Parce qu'il va y avoir répétition de la dernière strophe plusieurs fois. Je sais pas si tu pourras diffuser un petit extrait audio pour que les gens puissent se représenter. Donc ça va être le chant riche et varié du premier morphe à raie blanche. Le deuxième, le morphe à raie ocre, lui va être strictement monogame. Donc comme je le disais précédemment, ça va être un morphe qui va s'accoupler avec un seul autre individu et qui va rester longtemps avec celui-ci. Ça va être un morphe qui va défendre plus farouchement que l'autre sa progéniture, mais pas son territoire et pas la zone qu'il occupe dans les zones boisées, etc. Et qui va avoir un chant qui est dit monotone, qui va être composé uniquement de 2 notes, en tout cas des extraits que j'ai entendus. Il va y avoir uniquement 2 notes, donc bien moins riche évidemment que le fameux « Où es-tu Frédéric ?» Et donc, évidemment, du point de vue d'un zoologiste, quand on voit cette espèce de différence entre 2 morphes, on peut se dire que c'est une espèce qui va être en cours de spéciation. C'est-à-dire que ça va être 2 populations qui vont avoir des stratégies de reproduction assez différentes, des comportements différents, une coloration même des plumes différentes, comme je l'ai dit, et qui va ensuite, au fur et à mesure de l'évolution, s'accoupler ensemble, et plus qu'avec l'autre morphe, et donc amener à une spéciation. Donc à 2 espèces différentes, à partir d'une seule. Eh bien, en réalité, c'est absolument pas le cas, et c'est même tout le contraire. En fait, les 2 morphes vont être forcés de s'accoupler ensemble. Ils vont, 99,9% du temps, on va dire, s'accoupler avec l'autre morphe. Donc un morphe blanc avec un morphe ocre, et inversement. Quasiment toujours. Les accouplements entre les 2 morphes, des 2 morphes ensemble, sont très rares et sont très rarement observés. Et c'est un type de reproduction qui s'appelle une reproduction dissortative, opposée donc à la reproduction assortative. Alors la reproduction assortative, c'est littéralement le qui se ressemble s'assemble. Donc des individus qui vont avoir une génétique plus proche, des comportements plus proches. Chez l'humain, ça va être peut-être plus une zone géographique, des ressemblements génétiques, etc. plus proches. Eh ben, il va y avoir un rapprochement qui va être bien plus fréquent. Eh ben ici, c'est tout le contraire. Et c'est un phénomène qui est assez rare dans le monde animal. Il me semble qu'il va y avoir une espèce d'araignée sauteuse qui va faire ça, une espèce de Pheidipus. J'arrive plus à me souvenir laquelle. Et quelques autres espèces, mais c'est quelque chose qui est très très rare. Et en fait, il va y avoir une raison génétique à cela, sans trop rentrer dans les détails. Chez la morphe blanche, il y a eu, évolutivement parlant, des inversions successives d'une grosse partie de chromosomes qui va contenir une grande quantité de gènes. Donc ceci a amené les différences entre les morphes. Et visiblement, ce type de reproduction-là, en fait, ce type d'inversion-là,
a créé 2 autres pseudo-chromosomes sexuels. Alors j'essaye de pas trop rentrer dans les détails et de grossir le trait, mais en gros ça va amener 2 autres pseudo-chromosomes sexuels qui vont forcer les morphes blanches à aller s'accoupler avec des morphes ocres et vice-versa pour avoir une progéniture qui va être viable au final, qui va pas littéralement mourir dans l'œuf. Voilà, et donc comme je le disais, donc cette inversion de gène cette inversion de grosse partie de chromosomes qui contient environ 1100 gènes différents, va amener donc toutes les différences qui arrivent chez la morphe blanche. Il va y avoir des différences de plumage, des gènes donc, qui vont jouer sur le plumage, sur le comportement sexuel, sur le chant, mais pas de gènes qui vont jouer sur le comportement reproducteur, littéralement. Et c'est ça qui fait que il va y avoir ce système d'accouplement et de reproduction dissortative. Waouh. Putain. Voilà, pour ce qui est du bruant, de la reproduction du bruant à gorge blanche. Incroyable. C'est très particulier. Et on n'arrive pas à expliquer pourquoi il y a cette reproduction obligatoire entre entre 2 individus différents, entre guillemets. Il est possible. En fait, elle n'est pas littéralement obligatoire, puisqu'il y a déjà eu des cas d'accouplement de 2 morphes ensemble, mais il me semble... Tu faisais les guillemets, mais tu les vois pas à l'écran. C'est ça. Mais il me semble que ça va jouer notamment au niveau du comportement et aussi du coup au niveau de la viabilité de la progéniture. Mais c'est une question qui est à creuser, parce qu'il me semble que c'est un phénomène qui est connu depuis des dizaines et des dizaines d'années. Je crois que j'ai trouvé un papier qui datait de 1966 là-dessus. Ouais. Okay. Mais je ne crois pas que c'est un phénomène qui a été extrêmement étudié au final. Ok. Et donc mais ça, après, il faudrait plus se documenter là-dessus, et j'invite tout le monde à rechercher éventuellement sur Google Scholar des études qui portent là-dessus, s'ils veulent en savoir plus. Mais moi, je vais terminer avec une dernière anecdote sur le bruant à gorge blanche. On parlait de son chant Oh My Sweet Canada, Canada, Canada. Eh bien, faut savoir qu'il y a un autre chant qui est Oh My Sweet Cana, 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 Canada. Et les scientifiques ont tenté de comprendre pourquoi il y avait un double chant. Un double chant qui n'existait pas dans les années 60 et qui est devenu de plus en plus important au fur et à mesure qu'on rentrait dans les années 2000. C'est une étude qui est sortie en 2020 et ça démontrait entre guillemets une espèce de séparation géographique des champs entre les 2 individus, avec donc des individus qui développaient un nouveau style de chant à l'ouest du Canada et des États-Unis et à l'est du Canada et des États-Unis pour l'ancien. Et il s'avère en réalité que le nouveau remplace l'ancien, parce que selon les scientifiques, la femelle en a marre d'entendre l'ancien. C'est génial. Elle en a juste marre. Elle en a juste. En gros, elle fait. Non mais je connais ce chant, c'est bon. Et lorsqu'elle entend le nouveau, elle fait ah tiens, ça c'est intéressant ça. Ah. Et voilà, c'est très 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 intéressant. Alors après le triplet comme l'appellent les Américains, donc l'ancien chant est quand même très conservé, comme je l'ai dit, sur la façade est des États-Unis. Mais voilà, le doublet comme ils l'appellent, lui se répand de plus en plus au fur et à mesure du temps, quoi. Donc une espèce de transmission culturelle qui se fait avec cet oiseau. Super intéressant. Ma foi, c'est très très intéressant. Sur cette étude, ouais. 2020, je la mettrai en lien dans la description. Et voilà. Voilà ce qui conclut nos 2 sujets finalement. Exactement. Merci à tous de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, épisode spécial où on parlera pas de plusieurs oiseaux, on n'en parlera que d'un seul. Ah, c'est annoncé, ça y est. C'est annoncé, ça y est, effectivement. Mais il faudra venir la semaine prochaine pour savoir de quel oiseau on va parler. C'est un oiseau français, en tout cas, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Merci à toi, Victor. Merci à toi, Florian, très intéressant, les pigeons finalement. Et très intéressant le bruant à gorge blanche avec son... Comment dire, comment ça s'appelle déjà pour les auditeurs? Une reproduction dissortative.
reproduction dissertative. A très bientôt tout le monde pour un nouvel épisode du Courrier de la Sterne. Salut tout le monde.